Alors, je vais maintenant présenter Georges Fetterman, notre dernier intervenant de ce matin. Alors, vous avez une vie extraordinairement remplie. Je vous soupçonne d'être un hyperactif. Vous êtes professeur agrégé de sciences naturelles. Vous avez exercé ce métier pendant de longues années. Et en 1994, vous avez fondé cette association Arbre, dont vous allez nous parler. Alors, votre bibliographie est immense. J'aime beaucoup vos arbres, vos arbres. Très joli lapsus. Vos livres, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Je cite Les plus vieux arbres de France, Arbres extraordinaires de France, Arbres d'exception, etc. Je ne peux pas tous les citer. On a parlé tout à l'heure de Christophe Dreynoux. Vous avez coécrit avec lui Face aux arbres, apprendre à les observer pour les comprendre. Et personnellement, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup utilisé lors de mes promenades et depuis que je travaille au Jardin des Tuileries. Vous avez sorti une nouvelle édition revue et augmentée en 2019. Bref, dès que vous voyez dans une librairie du Georges Fetterman, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez aussi écrit des livres pour enfants chez Actes Sud, comme La forêt à petits pas, Le climat à petits pas, que je trouve très, très remarquable. Donc je vous laisse maintenant la parole. Vous allez nous parler de votre magnifique association Arbre. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être ici, d'autant plus que j'ai appris et admiré là tout près d'ici les plantations que vous avez faites avec l'alignement d'ormes, qui est un bel événement. Et donc heureux, ne serait-ce que pour cette raison, d'y participer. Et puis, en vous entendant tous les trois, tous aussi passionnants les uns que les autres, je me dis vraiment que je suis heureux de participer. Et simultanément, qu'est-ce que les choses ont évolué, ont progressé, se sont transformées dans le domaine des métiers que vous représentez, dont je ne fais pas partie. Moi, j'étais dans les sciences de la nature, mais vous savez que on est tout proches les uns des autres. Mais je suis persuadé qu'il y a une vingtaine d'années, quand l'association Arbre a été créée, on n'aurait pas entendu les mêmes choses que ce qu'on a entendu, par exemple, la notion. Quel bonheur de vous entendre parler, tous les trois finalement, de laisser l'arbre un peu plus libre, comme un progrès de tout ce qu'on a compris depuis un moment, aussi bien au niveau de son houppier aérien que de ce qu'il a dans le sous-sol, lui laisser de la place. Alors c'est vrai que on a l'impression, quand on voit cet arbre, Emmanuel, on avait dit qu'on commencerait par la ville de Paris, la Saint-Sophoras qui se trouve au but de Chaumont, que les arbres remarquables sont un petit peu en dehors de ça, puisque justement, vous avez parlé en dernier, Monsieur Brillat-Savarin, de planter les arbres remarquables du futur. J'ai même vu, vous savez, le mot, il se galvaude un petit peu. J'ai des mairies maintenant, j'arrive pour un événement et puis il y a des enfants qui plantent des arbres, c'est formidable. Et le maire fait un discours, dit « Nous allons maintenant planter un arbre remarquable ». Alors je suis obligé de leur dire « Attendez un petit peu, on n'en est pas encore là ». Mais je crois que on n'est pas en contradiction. Si on prend le Jardin des Tuileries, par exemple, que vous avez présenté, rien n'empêche, et je pense que vous l'avez en perspective, à la fois de penser l'avenir, mais aussi de conserver des sujets d'exception. Alors pourquoi les conserver? Ici, on a un arbre des buts de Chaumont, ou bien le célèbre robinier du square Viviani. Vous voyez que la photo a été prise avant l'incendie de Notre-Dame, qui a assisté tristement à l'incendie de Notre-Dame. Là, il est en hiver, c'est pour ça qu'il a l'air un peu tristounet, mais il se porte pas trop mal, le plus vieil arbre de Paris. Donc dans les jardins, pourquoi garder des arbres comme cela? Je pense que l'aspect, il est un petit peu biologique, parce qu'il se peut, après tout, que certains de ces arbres, mais j'en suis pas sûr, aient une valeur génétique un peu différente des autres, mais franchement, j'en suis pas persuadé. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont une valeur culturelle évidente, historique, et qui fait que vous, gestionnaire des jardins, et moi, passionné des arbres remarquables, on se retrouve avec l'idée, bah oui, certains d'entre eux, ça vaut la peine de les conserver pour cette dimension culturelle, et peut-être de dépasser ce que vous avez expliqué, qu'à un moment donné, l'arbre trouve ses limites, et
et je pense à un des fondateurs de l'association Arbre qui était Robert Bourdu, l'inventeur de la notion d'arbre remarquable en France. Le mot n'existait pas avant lui. Il a passé des semaines à l'intérieur du chêne d'Allouville, un des plus vieux arbres de France, pour voir comment on pourrait lui faire une armature intérieure pour conserver un arbre tel que celui-là. Évidemment, biologiquement ou médicalement, on parlerait d'acharnement thérapeutique, mais quand on voit l'arbre aujourd'hui, que finalement, après les travaux de Robert Bourdu, l'arbre se porte bien à 1200 ans, on se dit que ça valait peut-être la peine de le préserver, et il continue à faire des glands. Pour le public, ça veut dire que l'arbre à 1200 ans continue à se reproduire, à faire des petits. Hein, c'est quand même assez étonnant. Donc je pense qu'on n'est pas en contradiction en disant avec notre association, oui, ça vaut la peine de préserver certains sujets d'exception, tout en... Alors nous, on n'est pas du tout dans l'association Arbre des absolutistes. Pourtant, on a beaucoup de sollicitations en disant... Est-ce que vous vous opposez absolument à ce qu'on renouvelle des arbres dans telle ou telle ville? Et moi, il m'arrive de dire non, c'est pas un scandale de renouveler des arbres, de penser à l'avenir, de penser aux arbres d'avenir. Mais on veut souvent nous faire dire ça. Et quand j'explique ça, d'ailleurs, dans le public, je déçois des gens. Quand je dis non, c'est pas parce qu'on préserve tel ou tel arbre qu'il n'y a pas besoin de penser à l'avenir, au renouvellement, que ce soit en milieu forestier, bien sûr, ou dans les jardins et les espaces verts. Je pense au débat qu'il y a eu sur Notre-Dame, puisqu'on a Notre-Dame sur l'image, où j'ai été invité sur France Inter. Le premier coup de téléphone, ça a été « Monsieur Fetterman, est-ce que vous voulez intervenir pour être le contre l'utilisation du bois de chêne pour la charpente de Notre-Dame ». Et j'ai dit franchement, vu les échanges qu'il y a dans notre association, qui sont très contradictoires, très contrastés, je ne veux pas. Et une semaine après, j'ai eu un autre coup de téléphone. Vous aviez peut-être raison, parce qu'on se rend compte au niveau de la dimension médiatique qu'il y a plus un débat que d'une manière très simple de voir les choses. Alors j'ai dit, si c'est pour exposer les arguments pour, les arguments contre, ça je veux bien y participer. Toujours dans les beaux arbres de Paris, vous voyez la notion d'arbre remarquable, elle est tout à fait relative. On a donc attribue un label arbre remarquable de France pour mieux préserver ces arbres, et on a eu un label pour les arbres historiques du Jardin des Plantes, que vous connaissez tous forcément. On n'est pas très loin ici, et il y a un certain nombre d'arbres historiques qui ont des noms des grands scientifiques du Jardin des Plantes, le platane de Buffon, le cèdre de Jussieu, tous ces arbres que nous, évidemment, on pousse à essayer de préserver le plus longtemps possible. D'ailleurs, le platane de Buffon, par rapport à ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, est effectivement en port libre, lui, pratiquement, et il vit beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps que les arbres d'alignement qu'il y a dans le grand alignement du Jardin des Plantes, avec pourtant 100 ans de plus. Et puis, il y a ce cerisier qui est dans la Grande Allée, qui n'est pas dans les arbres historiques, il n'est pas très vieux, et pourtant, quand je m'y promène, et surtout au moment où il est en fleurs, c'était il y a à peu près 3 semaines, là, tout le monde s'arrête devant cet arbre. Est-ce que cet arbre est remarquable? Ma réponse est oui, bien sûr, puisque tous les gens le remarquent. C'est aussi simple que ça. Et c'est un arbre merveilleux qui ne correspond pas forcément aux critères classiques de remarquabilité. Très vieux, très gros, arbre à histoire, il n'est ni très vieux ni très gros, il n'a pas une histoire, mais tout le monde le remarque et on l'a mis dans l'ensemble des arbres remarquables du Jardin des Plantes. Donc ça m'a permis de donner au passage la définition d'un arbre remarquable. On parlait du travail humain dans la dimension de remarquabilité. On est sorti des jardins là. Voilà un alignement qu'on appelle l'allée des géants qui se trouve dans l'Allier, qui est d'une pure merveille, mais c'est entièrement le résultat d'un travail humain. C'est ce qu'on appelle les arbres plessés, des arbres qui ont été tressés, on va le dire, autrefois pour faire des haies, et puis qui ont été abandonnés parce que il y avait plus personne pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, c'est devenu un ensemble biologique remarquable pour lequel nous, évidemment, on fait des gros efforts pour
qu'un tel endroit soit préservé le plus longtemps possible. On rejoint un peu ce qui se passe dans les jardins, dans la mesure où, dans les discussions, c'est un endroit qui est public, que les gens visitent, donc la question de la sécurité se pose. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire des compromis et dire oui, s'il y a des branches dangereuses qui risquent de tomber sur les gens, il faut regarder au cas par cas, mais on peut comprendre qu'il y ait besoin d'un entretien le plus léger possible. Ça rejoint une autre notion qui a été développée et qu'aux Tuileries, si je vous ai bien suivi, vous essayez de développer, c'est celle de la biodiversité, évidemment. Bien sûr, des vieux arbres comme ceux-là ont, en plus de leur caractère culturel, la notion de biodiversité comme un élément très très important. Et si le public ne s'en rend pas compte, c'est pas très grave, mais au moins les rouges-gorges, les citelles, les mésanges, les insectes, les petits reptiles, eux s'en rendent compte et sont heureux d'avoir des milieux comme cela. Et c'est vrai aussi dans les jardins, dans les grands jardins comme les Tuileries où nous sommes, où la richesse en oiseaux dépend probablement du mode de gestion des arbres. Et on se tourne aujourd'hui, je pense, vers un mode de gestion qui permet plus de biodiversité arborée, vous l'avez dit, mais bien au-delà, pour les oiseaux probablement et les insectes, cette diversité qu'on apporte maintenant dans les jardins plutôt que la rigueur d'un alignement taillé très régulièrement. Parfois, on ne peut pas faire autrement, mais quand on peut faire autrement, je pense que plus il y a de diversité dans la gestion, plus la nature va s'y retrouver. Oh voilà, je ne vais pas résister au plaisir de vous montrer une des merveilles de l'Île-de-France, qui est à l'Arboretum de la Vallée aux Loups, juste en face de la maison de Châteaubriand. Donc on est bien dans notre domaine d'aujourd'hui, celui des jardins. C'est un des plus beaux ensembles qu'il y a là-bas au niveau de l'Île-de-France, avec ce cèdre prodigieux qui est un cèdre pleureur et qui est dû à un aléa de la nature. Il y a eu une mutation génétique qui a fait naître un jour un cèdre bizarre qui descendait au lieu de monter, qui pleurait, et puis l'horticulteur a décidé de le conserver au lieu de s'en débarrasser. Il a bien fait parce que c'est devenu un des arbres les plus prodigieux de France, on peut le dire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on se rapproche encore du lieu où on est, le Louvre, puisqu'il y a un artiste qui s'appelle Francis Ballu qui accompagne l'arbre au fur et à mesure de sa croissance. C'est-à-dire les vieux étais ont été enlevés et il fait un travail sophistiqué avec des étais sculptés magnifiques qui avancent au fur et à mesure de l'arbre. Et quand on lui demande « mais t'as pas l'impression de contraindre l'arbre ?» Il dit non, ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, j'accompagne l'arbre juste, je l'accompagne. Et c'est vrai que quand on voit les étais, il y a un travail magnifique, et je pense que dans une journée comme celle-là, ce lien entre l'arbre et l'artiste a vraiment toute sa place. On ne peut pas montrer des arbres remarquables en France sans montrer des monuments comme ceux-là. Alors là, on n'est pas plus du tout dans le domaine des jardins. Ça, dans les jardins français, on n'a pas des arbres millénaires, probablement millénaires, comme ce châtaignier en Corse. 12 ou 13 mètres de circonférence sont des colosses. Et je pense que là, l'attachement de l'association arbre, quand on voit des arbres comme ça, se comprend aisément. Il n'y a pas besoin d'expliquer aux gens, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous essayez de protéger des arbres comme cela? Il suffit de voir ces arbres-là sans avoir besoin d'expliquer. Ah ben voilà, le fameux chêne d'Allouville dont je parlais tout à l'heure, dont juste la partie gauche est vivante maintenant, mais qui se porte de mieux en mieux depuis qu'il a subi des travaux. Alors évidemment, certains diraient qu'il est un peu kitsch. Les enfants adorent cet arbre, il y a un escalier qui monte et il est creux et il est lié au monde religieux puisqu'il y a une chapelle au rez-de-chaussée de l'arbre et une chapelle au premier étage de l'arbre, 2 chapelles superposées. D'ailleurs, quand on voit son nom sur le panneau de la ville, c'est le chêne chapelle avec un S. Donc, pour préserver des arbres comme cela, on a inventé en l'an 2000 un label Arbre remarquable de France.
D'ailleurs, je serais assez tenté, chers amis des Tuileries, qu'on réfléchisse ensemble à peut-être un label ensemble arboré remarquable ou quelque chose comme ça, en faisant un événement dans un endroit aussi prestigieux. Enfin, nous, on en serait très fiers. On en parlera ensemble. Donc, un label arbre remarquable de France pour répondre au fait que ces vieux arbres, ces arbres prodigieux, n'ont que peu de moyens d'être protégés. Alors, il y a un classement en monument naturel, mais les 3 endroits où on est parvenu à le faire depuis une vingtaine d'années, ça a mis 7 ans. Ça passe par les monuments historiques, par le ministère, 7 ans pour obtenir le classement de ces arbres. Donc on s'est dit que notre label spontané, par le fait qu'il crée un événement sur place, par le fait que nous faisons une fête autour de l'arbre, il y a les habitants qui viennent, ça protège vraiment ces arbres. L'événement protège les arbres. Souvent, les scolaires sont mis dans le coup, et donc c'est extrêmement protecteur. Oh, il y a des petites merveilles comme ce. Voilà un des arbres qui a pu être classé monument naturel dans les Deux-Sèvres, c'est près de Niort. C'est un des 3 arbres qui ont pu, dans les 20 dernières années, être classés monument naturel et qui a le label en même temps arbre remarquable de France. Ici, un très très beau chêne dans le Vaucluse, un petit village qui s'appelle Murs. Il faut savoir qu'au niveau de l'association, on est très sollicité, on le disait tout à l'heure, c'était le sens de mon intervention sur les alignements, par des appels au secours, justifiés parfois ou souvent. Parfois, on ne suit pas parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dire non, il n'y a jamais à couper un arbre nulle part, etc. On ne se positionne pas de cette manière-là. Mais quand il y a des arbres comme ceux-là qui peuvent être menacés, évidemment, on va intervenir et essayer de faire au mieux. Donc, on a 2 niveaux d'intervention au-delà du label et au-delà de l'arbre remarquable maintenant. On a rédigé, et ça a été voté, non pas par les députés, mais c'était bien à l'Assemblée nationale, dans une salle de l'Assemblée nationale, mais il y avait une seule députée qui était présente, et on peut la citer, c'est Delphine Batho. On a édicté une déclaration des droits de l'arbre, qui rejoint d'ailleurs, quand dans vos interventions, j'ai retrouvé des éléments de ce qu'il y a dans la déclaration de l'arbre, avec un élément central, là, quand vous avez parlé de lampadaire tout à l'heure, l'arbre est un être vivant et doit être considéré comme tel, aussi bien au-dessus qu'en dessous. C'est un élément principal qu'il y a dans la déclaration des droits de l'arbre, qui va bien au-delà de l'arbre remarquable. Et ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est de proposer à des conseils municipaux, dans toutes les communes qui le veulent, de voter la déclaration des droits de l'arbre de manière totalement symbolique. Mais on progresse. Et on a plusieurs dizaines de communes maintenant, et ça va progresser, ça vient de commencer, qui ont voté cette déclaration des droits de l'arbre, dont certaines grandes villes qui ont une histoire concernant les arbres et les jardins. Je pense à Nancy, par exemple, qui a voté la déclaration des droits de l'arbre, et vous connaissez les liens de la ville de Nancy avec l'histoire des arbres et des jardins. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quelques sujets d'exception, comme il y a un concours également, en plus du label Arbre Remarquable, qui est organisé par Terre Sauvage et auquel on participe, le concours de l'arbre de l'année. Et cet arbre corse a été le vainqueur il y a 2 ans, l'arbre oiseau, il s'appelle. Alors, j'ai pas le temps, là, dans le peu de temps qu'on a, d'expliquer comment on interprète cette réaction de l'écorce de chêne-liège, mais c'est assez fascinant. On pense à la foudre, probablement, qui a peut-être brûlé cet arbre, et quand on dit que l'arbre réagit à tout moment, c'est vraiment cet arbre qui en est le symbole. Et en vous montrant ce beau chêne, vous voyez un événement ici auprès d'un chêne dans la Haute-Garonne, à Saint-André. Il y a une table qui est dressée. Il y avait toutes les écoles, enfin pas les écoles parce qu'il n'y a que 2 classes dans le village, les 2 classes du village qui étaient venues pour célébrer l'événement. Et je pense qu'on fait vraiment œuvre utile dans ces cas-là, quand
Tout un village travaille autour d'un arbre, on contribue à le préserver, mais vous vous en doutez, à parler de tous les problèmes qui sont soulevés ici, de la vie des arbres, des grandes forêts dans le monde, de l'arbre des villes, de l'arbre des jardins, à travers ce label. Donc label, déclaration des droits de l'arbre. Et ici, c'est un arbre dans l'Isère, sur la commune de Venon, un très très beau chêne qui nous a servi de symbole assez longtemps. Le troisième degré où on essaye d'intervenir maintenant, c'est pour ça ma question sur les alignements tout à l'heure, parce que je suis ça d'assez près, sur l'aspect législatif, où on essaye avec une structure, vous connaissez les CAUE, les conseils à l'architecture, l'urbanisme et l'environnement. Le CAUE de Seine-et-Marne, 77, s'est engagé à revisiter toute la législation française dans le code de l'environnement, dans le code civil, concernant les arbres, et à faire des propositions pour modifier ce qui est désuet, ancien, et qui mérite de considérer l'arbre comme un être vivant, tout simplement. Résoudre les histoires de voisinage, vous savez, qu'on peut... Si on est voisin, je peux exiger de vous que vous coupiez l'arbre qui dépasse chez moi, carrément à moitié, et sans parler du système racinaire. Donc tout ça a besoin d'être rénové, revisité de manière raisonnable et raisonnée. Et donc on est pris au sérieux. La ministre, Madame Pompili et Madame Abba également, sont intervenus à l'Assemblée pour dire qu'elles suivaient de très près cette proposition du CAUE et de la 77 et de l'association Arbre pour revisiter la législation bien au-delà de l'arbre remarquable. On regarde, vous parliez je crois que quelqu'un parlait tout à l'heure de cyprès chauve. Certains arbres nous donnent l'impression, et c'est vrai aussi dans les jardins français, d'être... Moi, j'aime bien faire visiter aux gens des jardins en leur disant on va faire un tour du monde. Parce qu'évidemment, on voit plus d'arbres du bout du monde que d'arbres, comme on disait autrefois, bien de chez nous. Le cyprès chauve en fait partie, et ces arbres donnent l'impression d'être dans les bayous de Louisiane, par exemple. Et puis... dans le domaine des mutations arborées, on ne peut pas passer sous le silence les célèbres hêtres tortillards ou faute-verzis qu'on plante assez souvent maintenant dans les jardins. Alors il y a des gens qui parfois, je terminerai par ce clin d'œil, c'est un arbre qui a deux moyens de se reproduire, cet arbre tout tordu. Il peut marcoter, il peut repiquer au sol en faisant des racines, ou bien, de temps en temps, il fait des faines, c'est-à-dire les fruits. Et donc, il y a des gens qui ramassent un fruit, une faine, et puis ils disent, je vais le mettre dans mon jardin, et comme ça, j'aurai un hêtre tortillard. Et puis, ils le plantent, et puis ils se retrouvent avec un hêtre tout droit, parce qu'évidemment, les mystères de la génétique font qu'on ne sait pas d'où vient le pollen qui a fécondé les parties femelles de cet arbre. Ça peut venir d'un hêtre tout à fait normal, si l'on peut dire. Ça, c'est dans un jardin, un travail purement humain, mais moi, je suis très sensible à ce lien possible entre les arbres et le travail des hommes. C'est dans le jardin de Bayeux, le jardin de botanique de Bayeux. Souvent, les gens vont à Bayeux voir la tapisserie, voir la cathédrale, et ils ont raison. Ils aperçoivent le chêne de la Liberté qui se trouve près de la cathédrale, mais c'est bien dommage, ils ne vont pas jusqu'au jardin botanique, parce que c'est un des arbres les plus étonnants qui est en France. C'est un être qui a dû être pleureur, probablement, à moins qu'il ne soit tortillard, on ne sait pas exactement. En tout cas, le jardinier a décidé de l'étayer un jour et de l'empêcher de redescendre vers le bas. Et donc, il avait mis des piliers pour soutenir les branches de l'arbre. Et puis, finalement, les piliers ont été remplacés par des sortes de câbles qui viennent du dessus, comme s'il avait une tour Eiffel qu'on ne voit pas ici, qui le surmonte. Mais quand on est en dessous, on a un arbre prodigieux. Ça peut choquer. Je pense qu'ici, dans le là où nous sommes, dans le débat que nous avons, ça n'est pas choquant de voir que l'homme peut
céder des arbres et aider les arbres à faire des merveilles, de très belles choses. Et avec cet arbre-là, on a un exemple du mariage de la nature et d'un travail humain qui est superbe. Et je pense que c'est bien de terminer sur la beauté de ce mariage possible et penser à l'avenir en disant tout simplement, on va bien y arriver. On va bien arriver à vivre en respectant les arbres, en étant en communauté avec eux, et pas toujours dire faut protéger les arbres parce que c'est bon pour les hommes. Moi, j'ajoute toujours, c'est pas bon que pour les hommes. Il y a toutes des milliers d'espèces vivantes sur la planète qui vivent grâce aux arbres, et donc certes, c'est bien pour les hommes, mais allons au-delà et pensons à l'ensemble de l'équilibre écologique de la planète, que ce soit dans les jardins, les forêts, pour respecter ces arbres, sans qu'il y ait besoin de justifier en disant « c'est bon pour nous ». C'est bon pour tout, je crois. Voilà, je terminerai là-dessus en vous remerciant et en félicitant les intervenants précédents et en remerciant les organisatrices, Emmanuel notamment, qui a porté ce colloque. Et retenez ma proposition pour le Jardin des Tuileries. Isabelle, peut-être pouvez-vous nous expliquer le bosquet des oiseaux, la place des oiseaux et comment effectivement nous l'avons conçu finalement pour que les oiseaux y trouvent leur place et finalement lui donnent son nom. Et donc, effectivement, j'ai dit tout à l'heure, il y a 4 espèces dans ce bosquet, 4 espèces d'arbres, dont le merisier, qui, comme vous le savez, produit ces petites baies amères dont les oiseaux sont extrêmement friands. On a aussi des sorbiers qui, eux aussi, sont des arbres à baies. Et donc, on a constaté au moment de l'inauguration l'installation de 2 nids de petits passereaux dans les merisiers. Mais ce qui est intéressant, et là où la LPO nous a beaucoup encouragés, c'est en fait dans le sous-étage qui a été créé dans les plates-bandes forestières. Là aussi, on a du chèvrefeuille, on a des espèces qui sont appétantes pour les oiseaux et qui créent aussi un endroit favorable pour la nidification. Et c'est vraiment une strate qui était absente aux Tuileries. Donc pour compléter ce que vous avez dit, donc ce bosquet, pendant tout le temps des projets puis des travaux qui ont duré en plusieurs phases entre 2012 et 2020, nous l'appelions le bosquet nord-est, qui n'est pas une appellation très glamour. Et donc on s'était déjà posé la question du nom. Et finalement, celui qui nous est venu le plus naturellement, c'est Bosquet des oiseaux. Nous l'avons d'ailleurs adopté, parce que souvent c'est un peu artificiel. On continue de parler de Bosquet nord-est. Non, on parle maintenant tous entre nous du Bosquet des oiseaux. Il va falloir d'ailleurs qu'on arrive à faire comprendre au public d'une certaine manière qu'il s'appelle le Bosquet des oiseaux, puisque le public ne le sait pas encore suffisamment. Donc j'en profite pour insister. Il s'agit vraiment du premier bosquet sur lequel vous tombez, si je puis dire, quand vous entrez par l'entrée Marsan, donc près de la statue de Jeanne d'Arc, que vous passez derrière le monument à Jules Ferry et que vous gagnez la partie boisée du Jardin des Tuileries, donc le grand couvert. Et je voudrais aussi dire qu'on a des jardiniers formidables, c'est-à-dire que certes, les oiseaux font leur nid, mais on les aide aussi. Et grâce à la Ligue de protection des oiseaux, nos jardiniers, qui sont d'excellents menuisiers, ont fabriqué des nichoirs. Donc c'est vrai que moi, ça fait 6 ans que j'ai ce poste. En 6 ans, on a vu, et on a des comptages de la LPO, le nombre de passereaux réaugmenté de manière absolument spectaculaire. Alors qu'avant, le jardin était essentiellement dominé par des gros oiseaux comme les corneilles, les pigeons, les mouettes et puis depuis quelque temps des goélands. Donc finalement, ça peut aller assez vite pour peu qu'on recrée un cercle vertueux et effectivement que les oiseaux aient compris que là, ils trouvaient tout ce qu'il leur fallait, de quoi nicher, de quoi manger, de quoi se reproduire. Quelques questions. Alors, je vais regarder le micro et je vais vous poser une question, Marc Bria-Savarin. Est-ce que ça vous est arrivé d'être dans des situations où vraiment
malgré les explications que vous fournissez à des décideurs, qui soient des élus ou des propriétaires ou des gestionnaires, est-ce que ça vous est arrivé vraiment de vous heurter à des murs, de ne pas arriver à vous faire comprendre? Oui. Alors, si je réfère à mon expérience en collectivité, oui, effectivement, alors que ce soit dans un sens ou dans un autre, dans un sens de préservation d'arbres, ou au contraire de dire non, là il y a vraiment trop de risques, dans un sens comme dans l'autre, plutôt dans des cas de proposition d'abattage, c'est arrivé, y compris dans cette belle ville de Paris, qu'on ait, nous, services techniques, effectivement un refus, ou en tout cas nos propositions n'étaient pas suivies, puisque effectivement il peut y avoir d'autres enjeux politiques ou par rapport aux riverains. Et donc, certaines de nos propositions n'ont pas été suivies. Ou alors, on a dû faire appel à des experts externes, en l'occurrence à la collectivité, pour asseoir le diagnostic du personnel et des personnels internes. Donc, au moins, quelquefois, même une confirmation de nos dires. Mais bon, il y a des fois, c'était pas suivi des faits. Mais au moins, nous, on avait dit techniquement ce qu'on avait à dire, ce qu'on pensait juste. Après, effectivement, c'était au bout d'un moment plus de notre ressort. Après, j'allais dire, avec des propriétaires privés, on a un dialogue qui est quand même souvent plus simple et plus direct. Et effectivement, on a aussi peut-être moins de considération, comme le disait Jean-Michel, dans un parc où la vulnérabilité est beaucoup moins forte d'abattage. Donc, on peut beaucoup plus réfléchir en disant, de façon positive, j'allais dire, en disant, bon, bah là, cet arbre-là, de toute façon, dans 20 ou 30 ans, il ne sera plus là. Anticipons à côté, donc il faut voir comment effectivement les perspectives fonctionnent, comment le parc est dessiné, mais on peut déjà anticiper sans avoir recours à l'abattage tout de suite. Et du coup, j'allais dire que ça passe beaucoup mieux, puisqu'on raisonne pour l'avenir. Et voilà, donc ça généralement ça fonctionne bien avec les propriétaires privés, mais on a peut-être aussi moins de contraintes en termes de sécurité. Pardon. Et j'ai une question pour vous, Monsieur Fetterman. Comment fonctionne le processus de labellisation? Est-ce que l'idée de labelliser un arbre vient de vous, ou est-ce que vous recevez des demandes de labellisation, et comment les instruisez-vous? Et qui sont les membres du comité qui labellisent? Est-ce que vous faites des visites? Comment tout ça s'organise? Au début de l'association, c'est nous qui proposions. Enfin, au début du label plutôt. Donc, vers les années 2000, on a sollicité pas mal d'endroits pour faire connaître le label. Donc, on a eu des premiers retours. Au début, l'opération s'appelait 200 arbres. C'est un mauvais jeu de mots. 200 arbres pour retrouver nos racines. Mais c'était 200. C'est pour le 200 que je dis ça. Aujourd'hui, on en est à 750 arbres labellisés, dont un label spécifique à l'intérieur qui représente à peu près 20%, Ensemble arboré remarquable. C'est à celui-là que je pensais pour les Tuileries, pour le jardin des Tuileries. Ensemble arboré remarquable. Et aujourd'hui, on croule sous les demandes. Alors, des fois, avec des dérives, des gens qui pensent que... Et ils nous écrivent en disant, est-ce que vous allez classer notre arbre? Voilà, comment ça se traduit. Mais non, mais c'est pas... Nous, on n'a pas le statut pour classer les arbres. Et puis, j'ai mon voisin qui m'embête. Est-ce que vous pouvez classer mon arbre? Bon, donc, on a tout un tas de cas comme ça qui ne sont pas de notre ressort. Et déjà, vous avez vu les arbres qu'on propose à la labellisation sont vraiment des monuments, des arbres qui ont 400 ans, 500 ans, des arbres très gros, etc. Donc, on est obligé de faire le tri. Et ensuite, il y a un comité de labellisation composé de 5 membres qui décide de l'attribution avec une règle d'or à laquelle on tient tous, et moi le premier. Il faut que quelqu'un ait vu, dans le comité, ait vu l'arbre en question. Parce que la période, aujourd'hui, un peu triste, on le vit aujourd'hui, à la visio, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui se passionnent pour les arbres et qui ne vont jamais en voir un. Et moi, je me bats dans l'association. Alors, notamment des nouveaux adhérents très dynamiques, très bien, mais ils sont...
hyper excités, mais dans le bon sens du terme, et ils font des tableaux, des recensements. Je dis, mais vous êtes allés les voir? Ah ben non, on n'a pas eu le temps. Il dit, c'est pas possible. Le plaisir, le bonheur de l'association et le bonheur de ceux qui aiment les arbres, c'est de les voir, c'est de les toucher. Donc, on se base sur l'idée, il faut que quelqu'un forcément ait vu l'arbre pour donner un avis. Et une dernière chose, il n'y a pas de règles dans des tableaux très précis qui disent, voilà, à partir de tant de centimètres, l'arbre est remarquable, à partir de tel âge. Les spécialistes qui sont là savent bien qu'il y a ces fonctions des espèces, évidemment, et pour chaque arbre d'une espèce, des conditions dans lesquelles il se développe. Donc, un chêne à 250 ans ne va pas être forcément exceptionnel, mais un hêtre à 250 ans commence à déjà être une exception. Donc, il n'y a pas de critères. J'ai connu des gens qui ont passé 2 voire 3 années de leur travail universitaire ou de stage ou autre à faire des tableaux comme ça, des critères de remarquabilité. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, et puis ils ajoutaient des cases, des 10, 15 cases, etc. Et puis leur truc, c'est tombé à l'eau, ça n'a jamais servi. Parce que rien ne remplace le coup d'œil qu'on peut avoir. Et à la limite, quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose peut vous dire si un arbre est remarquable. Parce que c'est celui devant lequel on s'arrête. Celui-là est pour nous, à nos yeux humains, pour les oiseaux, pour les arbres, eux ils s'en fichent. Mais à nos yeux humains, tel ou tel arbre paraît plus exceptionnel que les autres. Il faut qu'on aille chez monsieur. D'ailleurs, il a un cèdre de 9 mètres de circonférence. Mais là, quand il me dit la circonférence, ça parle. Oui. Mais par contre, si j'arrive et que je vois, mais ce ne sera pas le cas, que son cèdre est coincé au milieu de hangars, et ce n'est pas le cas, etc., je dis, non, on ne peut pas le mettre dans les arbres remarquables. Ça, l'environnement, en fait, compte beaucoup. Oui, tout un tas de critères, mais auxquels tout le monde peut être sensible assez facilement. En tout cas, il n'y a pas de critères absolument objectifs et définitifs. C'est là où la sensibilité intervient, effectivement. Ah oui, en tout cas, moi, je suis très touchée par ce que vous dites, parce que, pour tout dire, Monsieur Fetterman, j'ai connu votre existence d'abord par des guides, parce que vous êtes un marcheur, vous vous êtes beaucoup promené en France, et c'est comme ça que votre nom m'est apparu pour la première fois. Et effectivement, ce qui est très remarquable, pardon du jeu de mots, dans le site de l'association Arbre, que je vous invite tous à visiter, c'est qu'il y a une cartographie toute simple, région par région. Vous cliquez et là, vous découvrez que, tiens, près de chez vous, vous ne le saviez pas, se trouve un arbre remarquable. Vous préparez un week-end, des voyages, et quand nous pourrons de nouveau voyager, ce sera merveilleux. Moi, maintenant, je le fais systématiquement. Chaque fois que je prévois d'aller dans une région en vacances, je regarde votre site et je trace sur mes cartes l'endroit où se trouvent les arbres que j'aurais envie d'aller voir. Donc, je suis allée voir cet arbre oiseau en Corse, par exemple. Donc, c'est important parce que vous incitez beaucoup à aller voir, à vous rendre compte par vous-même. Et vos photos sont effectivement magnifiques, mais rien ne remplace le contact visuel. Combat difficile en ce moment, je vous dis, avec les visioconférences et tout. Tout le monde a l'impression de voir tous les arbres comme tous les beaux sites de France. Moi, je suis un passionné des paysages de France. Les gens, ils les voient en images. Bon, c'est sûr que la période s'y prête pas. Je dis, allez les voir, c'est pas pareil. Ouais. Et c'est un petit combat dans notre association, même pour des adhérents très motivés qui font plein de trucs avec les réseaux sociaux, etc. Plein de choses. Je dis, mais allez les voir quand même, c'est mieux, c'est bien ce que vous faites, mais il faut aller les voir. Et tous les passionnés d'arbres que vous êtes, vous savez bien que le plaisir qu'on a à admirer un bel arbre, que ce soit dans un jardin ou ailleurs, mais pas juste par l'image, quoi. Bon, ça, c'est aussi l'enseignant de SVT que j'étais qui le dit. Les leçons de choses, comme on disait autrefois. J'ai une dernière question à vous poser, et puis je vois que Marc lève le doigt. Il faut faire la différence entre un label et un classement. Il faut vraiment que ce soit clair dans l'esprit du public. Par exemple, le Jardin des Tuileries est classé monument historique, ce qui veut dire une protection par l'État des règles que nous observons, etc.
Mais un label, c'est quelque chose qui est attribué, qui n'a pas la même fonction. C'est-à-dire que le fait d'avoir un label ne va pas forcément légalement protéger l'arbre. C'est un plus pour l'arbre. Ça permet effectivement à la population de s'en emparer, aux élus de comprendre l'importance patrimoniale de cet arbre, mais ça n'a pas du tout la même fonction. Est-ce qu'on peut perdre le label arbre remarquable ? On s'est posé la question dans un ou deux cas, et puis allez, disons franchement, on n'a jamais osé aller jusqu'au bout. Il y a eu le cas, là, il y a quelques semaines, dans les Hautes-Pyrénées, on avait labellisé un vieux tilleul près d'une chapelle. Bon, le label, c'était le tilleul et la chapelle, en réalité. C'est le vieux tilleul de 400 ans, et puis qui formait un ensemble en haut d'une colline magnifique. Et on m'envoie une photo, il y a je ne sais pas si c'est EDF ou quel service, qui a installé un pylône de part et d'autre du tilleul, mais il chevauche le tilleul. Mais je dis, c'est pas possible. Comment ? Alors, effectivement, légalement, le label ne protège pas de ça. J'ai dit... dites à la mairie qu'on va retirer le label, et nos correspondants là-bas, ils disent mais ils y sont pour rien, ils sont désolés et tout, donc voilà. Mais la question peut se poser, oui, dans certains cas. Mais bon, pour l'instant, on n'a plus ça. Le label, il se traduit quand c'était possible, et ça va redevenir possible, on espère dans les mois qui viennent, par un événement autour de l'arbre. On le fera chez vous si on vient pour le cèdre. Alors donc on mange des petits trucs, on boit un petit coup. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'événement est protecteur. Vous faites une fête, s'il y a les enfants, c'est encore mieux. Ils s'en souviennent pour la génération suivante, et pour plusieurs dizaines d'années, vous contribuez à la protection de l'arbre. A contrario, dans 1% des cas, faire connaître un arbre remarquable qui est plutôt protecteur peut être un inconvénient. C'est arrivé, vous vous doutez, trop de visites, ça arrive, rarement, mais ça arrive, et donc piétinement, etc. Donc il faut, on se dit mince, est-ce qu'on a bien fait ? Donc après, il faut rattraper le truc. On l'a fait pour un chêne extraordinaire dans le Lot-et-Garonne. On a mis un panneau, vous pensez, les gens, ils montaient dans l'arbre, ils faisaient des selfies dans l'arbre. Oh là là, on se dit, mais on a peut-être fait une bêtise, je vais dire. Du coup, j'avais une observation, enfin un commentaire sur votre intervention, et puis tout de suite, ce qui me vient à l'idée, effectivement, je me souviens, quand je travaillais à l'ONF, des arbres comme ça qui étaient du jour au lendemain matérialisés par un panneau arbre remarquable. Au bout d'une dizaine d'années, on les voyait souvent dépérir. Donc du coup, effectivement, il y avait des solutions de périmètre de sécurité avec des copeaux de bois frais, dont vous avez parlé aussi. Mais il fallait effectivement faire reculer, parce que rien que le tassement de la fréquentation pouvait leur être fatal. Et voilà, l'autre propos, effectivement, c'était ce qui ressortait bien, et ce que je trouve très intéressant dans votre démarche des arbres remarquables, c'est que l'arbre est vraiment protégé pour lui-même, pour ce qu'il est, et non pas parce qu'il va, par exemple, il va mettre en valeur un bâtiment, un monument, il va avoir un rôle vraiment dans une composition, ce qui est peut-être un défaut de nos projets, où on se dit... notamment en milieu urbain, où on aménage, où il y a vraiment un dessin, on plante des arbres au service de la composition, quelquefois des ensembles d'arbres, des alignements, et c'est un peu l'idée de ma petite remarque, plantons-nous de futurs arbres remarquables. Alors bien sûr, l'histoire nous le dira, mais c'est plutôt se dire, est-ce que l'arbre qu'on plante là, c'est vraiment lui le clou du spectacle, le clou de la scène qu'on prépare, ou en fait il est juste là... d'un point de vue fonctionnel, pour faire de l'ombre, pour mettre en valeur une perspective ou autre. Et effectivement, là, de fait, ces arbres qui sont là depuis des siècles, on les respecte, mais uniquement pour ce qu'ils sont. Et donc, je pense que ça peut aussi nous aider dans notre réflexion sur les plantations. Pourquoi plantons-nous ? Et là, effectivement, c'est pour personne. L'arbre est là et on le reconnaît pour lui-même. Et je trouve ça très intéressant. Je vais mettre fin à cette matinée, à cette discussion très passionnante. Je vous remercie les uns et les autres pour votre engagement malgré la situation sanitaire actuelle.
Et à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, tous ceux et toutes celles qui nous regardent et nous écoutent, je donne rendez-vous donc tout à l'heure pour la suite de cette journée d'études consacrée aux arbres. Merci beaucoup.